Après ma dernière rupture, j'ai cru que je ne m'en remettrais jamais. 3 ans de relation réduits à néant en une simple phrase, je ne t'aime plus. Ces mots résonnent encore dans ma tête, comme une plaie qui refuse de cicatriser. Pendant des semaines, je me suis enfermé dans mon appartement parisien, avec pour seule compagnie ma chatte, Lilou, et le bruit sur des voitures qui passent sous ma fenêtre. Je n'avais plus goût à rien, pas même à mon travail dans une petite librairie du 6 arrondissement. Chaque livre que je touchais semblait me renvoyer à lui, à ce que nous avions partagé. Un soir, alors que je regardais distraitement une série sur mon téléphone, une amie m'a envoyé un message. « Tu devrais essayer Tinder, ça t'occuperait l'esprit. » L'idée m'a d'abord semblé absurde. Ce genre d'application, je les avais toujours méprisées. Mais après une longue hésitation et quelques verres de vin, je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être qu'un peu de distraction m'aiderait à oublier. Installer l'application fut simple, mais remplir mon profil était étrangement difficile. Chaque question semblait me demander de redéfinir qui j'étais, comme si ma rupture avait effacé une partie de moi. Après quelques minutes, mon compte était enfin prêt. Je balayais les profils sans grande conviction, un mélange de curiosité et de scepticisme m'habitant. Les premiers jours furent décevants, des conversations fades, des compliments qui sonnaient faux. Mais tout a changé quand j'ai vu son profil. Julien. Ses photos étaient simples, sans artifice. Une balade au bord de la Seine, un café à Montmartre. Son sourire était chaleureux, presque familier. Je ne savais pas pourquoi, mais il dégageait quelque chose de rassurant, comme si je le connaissais déjà. Quand il a envoyé son premier message, j'ai senti une étrange excitation monter en moi. « Tu as un très beau sourire. Tu devrais sourire plus souvent ?» Cette phrase m'a frappé. Sur mes photos, je ne souriais presque jamais, à part sur une vieille photo que j'avais prise avec Lilou, où mon sourire était timide, presque effacé. Comment pouvait-il savoir cela? Nos échanges avec Julien ont rapidement pris une tournure différente de toutes les autres conversations que j'avais eues sur l'application. Contrairement aux autres, il ne posait pas de questions banales ou superficielles. Il semblait déjà tout savoir. Un soir, alors que nous parlions de nos endroits préférés à Paris, il a mentionné une petite librairie dans le 6 arrondissement, celle où je travaille. « Je parie que tu passes des heures à feuilleter des livres là-bas. Il y a un coin près de la fenêtre où la lumière est parfaite ?» Non. J'étais stupéfaite. Je n'avais jamais mentionné mon lieu de travail, ni à lui ni sur mon profil. Pourtant, il décrivait précisément la table où je m'assois parfois pour lire pendant mes pauses. Ce genre de détails revenait sans cesse. Il savait que j'aimais prendre un café à Saint-Germain-des-Prés le dimanche matin. Il savait que ma chatte s'appelait Lilou. Et une fois, il m'a même dit « La petite cicatrice sur ton poignet, tu l'as depuis longtemps. » J'ai senti un frisson parcourir mon dos. Cette cicatrice, je l'avais depuis l'enfance, suite à une chute, et je n'en avais parlé à personne depuis des années. Au lieu de m'inquiéter, je me suis senti étrangement flatté. Peut-être qu'il était juste très observateur, peut-être que je l'avais mentionné sans m'en rendre compte. Je ne voulais pas gâcher cette connexion rare en m'attardant sur ces bizarreries. Il avait un tel don pour me mettre à l'aise, pour me faire sentir spécial. Après plusieurs jours d'échanges intenses, Julien m'a proposé qu'on se rencontre. Il y a un restaurant à Montmartre que j'adore. On pourrait s'y retrouver? Je suis sûr que tu aimeras. L'idée de le rencontrer m'excitait autant qu'elle me terrifiait. J'avais l'impression de connaître cet homme depuis des années, mais en même temps, il y avait une part de mystère qui me fascinait. J'ai accepté. Le rendez-vous était fixé pour le vendredi soir. Je me suis dit que c'était enfin une chance de tourner la page sur mon passé. Mais au fond de moi, une petite voix me murmurait que quelque chose n'allait pas. Le vendredi soir, j'étais nerveuse. J'avais passé 1 heure à choisir une tenue, à me maquiller légèrement, à me convaincre que tout irait bien. Julien m'avait donné l'adresse d'un petit restaurant niché dans une ruelle tranquille de Montmartre. L'endroit avait l'air charmant, romantique même, avec ses guirlandes lumineuses suspendues au-dessus de la terrasse et son ambiance chaleureuse. J'arrivai quelques minutes en avance, mon cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, je parcourus la salle du regard à la recherche de Julien, mais il n'était nulle part. Peut-être était-il en retard? J'attendis quelques minutes, puis demandai au serveur si une réservation avait été faite à son nom. Le serveur fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. « Julien? Vous êtes sûr ?» Il sembla hésiter avant de continuer. « Madame, personne du nom de Julien n'a réservé ici ce soir. Mais si je peux me permettre, vous parlez peut-être de Julien Arnaud ?» Ce nom résonna dans ma tête comme un coup de tonnerre. Oui, c'était lui. Comment ce serveur pouvait-il savoir? Je hochai lentement la tête. Le serveur échangea un regard inquiet avec son collègue avant de me répondre d'une voix basse, presque murmurée. Julien Arnaud était un habitué ici. Mais il est mort. Il y a 2 ans, dans un accident juste devant ce restaurant. Je me mis à rire nerveusement.
persuadé qu'il s'agissait d'une erreur ou d'une mauvaise plaisanterie. Mais le serveur sortit son téléphone et me montra un article de journal local. La photo était claire, indéniable. Julien, celui avec qui j'avais échangé pendant des jours, souriait sur l'image. L'article décrivait comment il avait été renversé par une voiture à cet endroit précis. Je me sentis soudain étourdi, mon corps parcouru de frissons. C'était impossible. J'avais parlé à Julien, j'avais vu ses photos, j'avais lu ses messages. Comment pouvait-il être mort? Je bredouillai un remerciement au serveur et sortis précipitamment du restaurant, l'esprit en vrac. Dans la rue, la nuit semblait soudain plus sombre, les rues plus étroites, et un poids étrange pesait sur ma poitrine. Je voulais croire à une coïncidence, mais au fond de moi, je savais que ce n'en était pas une. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je désinstallai Tinder. Mon esprit était en ébullition, oscillant entre incrédulité et terreur. Je me convainquais que tout cela n'était qu'un malentendu. Peut-être que Julien était un imposteur utilisant l'identité d'un mort. Cette explication, bien que tordue, me semblait encore plausible. Mais les choses ne s'arrêtèrent pas là. Le lendemain matin, alors que je sortais de chez moi pour aller travailler, mon téléphone vibra. Une nouvelle notification Tinder. Mon cœur atteint un battement. Comment cela pouvait-il être possible? J'avais supprimé l'application. En ouvrant mon écran, je vis un message. C'était lui. Julien, tu es belle aujourd'hui. J'aime beaucoup ton manteau beige. Je regardais autour de moi, terrifié. Comment savait-il ce que je portais? Je sentais des regards invisibles peser sur moi. Dans la rue, personne ne semblait suspect, mais chaque passant devenait une possible menace. À partir de ce moment, les messages ne cessèrent de venir, toujours aussi précis. Ils décrivaient les endroits où je me trouvais, ce que je faisais, même les choses les plus insignifiantes. Une fois, alors que je buvais un café dans un petit bistrot de Saint-Germain, il envoya. Tu as toujours l'habitude de laisser une cuillère dans ta tasse? J'essayais de ne pas céder à la panique, me disant que tout cela n'était qu'une mauvaise blague. Mais alors que les jours passaient, les messages devinrent plus inquiétants. Ils prenaient une tournure intime, presque possessive. Tu ne peux pas m'ignorer pour toujours. Je suis là, juste à côté. Un soir, alors que je rentrais tard, je reçus un dernier message avant de fermer ma porte à double tour. Tourne-toi. Mon souffle se coupa net. Je n'osais pas bouger. Le couloir de mon immeuble était plongé dans une obscurité oppressante. Rassemblant tout mon courage, je me retournai d'un coup. Rien. Absolument rien. Pourtant, je sentais une présence, une froideur étrange dans l'air, comme si quelque chose, ou quelqu'un, était vraiment là. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restai assise sur mon lit, à attendre, à surveiller mon téléphone comme si c'était une bombe prête à exploser. Quand enfin l'aube arriva, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Julien était mort, mais il refusait de disparaître. Après cette nuit d'insomnie, j'ai pris une décision. Il fallait que je parte, quitter Paris, quitter cet appartement, m'éloigner de tous ceux qui me rappelaient Julien. Peut-être que, loin d'ici, il cesserait de me suivre, que tout cela finirait par s'effacer. En une semaine, j'ai tout organisé. J'ai posé des jours de congé, trouvé un petit appartement à louer en Bretagne et fait mes cartons. Pendant tout ce temps, mon téléphone restait étrangement silencieux. Pas un message, pas une notification. C'était comme si Julien avait compris que je voulais fuir. Je commençais presque à croire que c'était fini. Le jour de mon départ, je chargeais ma voiture en hâte, impatiente de quitter Paris. Alors que je fermais la porte de mon appartement pour la dernière fois, un frisson me parcourut. Un sentiment étrange, comme si je laissais quelque chose derrière moi, ou comme si quelque chose m'accompagnait. La route jusqu'en Bretagne fut longue, mais étrangement apaisante. Une fois arrivé dans ma nouvelle maison, un petit cottage isolé près de la mer, je respirai enfin. Le silence, l'air salé, l'absence de tout ce qui me rappelait Paris, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Mais cette sérénité ne dura pas. Quelques jours après mon installation, je retrouvai un objet étrange dans mon salon. Un petit papier, plié en deux, posé sur la table basse. Mes mains tremblèrent en l'ouvrant. Il n'y avait qu'une phrase écrite à l'encre noire. « Tu pensais pouvoir m'échapper ?» Je laissai tomber le papier comme s'il m'avait brûlé les doigts. Mon esprit tentait de trouver une explication rationnelle. Peut-être que je l'avais emporté sans m'en rendre compte, mais non, je savais que ce n'était pas le cas. Les jours qui suivirent furent marqués par des événements de plus en plus troublants. Des bruits de pas dans la maison en pleine nuit, des ombres furtives dans les coins de mon champ de vision, des portes qui s'ouvraient et se fermaient sans raison. Un matin, je retrouvai mon téléphone allumé sur la table de nuit, avec un nouveau message de Julien. Je suis toujours là, je savais, à cet instant, qu'il n'y avait nulle part où aller, nulle part où me cacher.
Julien m'avait suivi, ou peut-être qu'il n'avait jamais eu besoin de me suivre. Il était avec moi, partout, tout le temps. La dernière chose que je me souviens avoir fait avant de jeter mon téléphone à la mer, c'était de recevoir un dernier message. Regarde derrière toi. Quand je me retournai, il n'y avait rien. Mais le froid glacial qui m'envahit à cet instant me fit comprendre que, même si je ne pouvais pas le voir, Julien serait toujours là. Je m'appelle Camille, et je vais vous raconter une histoire que je n'aurais jamais cru possible si je ne l'avais pas vécue moi-même. Tout a commencé un soir ordinaire à Lyon. J'étais assise dans mon petit studio, feuilletant distraitement une application de rencontre, quand j'ai vu son profil. Arthur. Il avait un sourire charmant, presque magnétique, et des photos qui semblaient sorties d'un magazine de mode. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui m'a attiré. Ses descriptions étaient intrigantes, un passionné d'histoire, amateur de lieux anciens, et d'un raffinement rare. Nous avons commencé à discuter, et très vite, il s'est démarqué. Il semblait tout savoir sur Lyon, ses secrets et ses lieux oubliés. Il parlait de manière élégante, presque théâtrale, comme s'il appartenait à une autre époque. Au bout d'une heure de conversation, il m'a proposé quelque chose d'inhabituel, une invitation à une fête exclusive dans une ancienne demeure historique, un endroit qu'il décrivait comme hors du temps. Au début, j'ai hésité. Ce n'était pas dans mes habitudes de suivre un inconnu dans un endroit isolé, mais il avait une façon de me mettre en confiance. Il m'a assuré que ce serait une expérience unique, une occasion de rencontrer des personnes fascinantes, partageant les mêmes passions pour l'histoire et l'art. Il m'a envoyé l'adresse, accompagné d'un message mystérieux. Viens, et tu comprendras. Le soir venu, je me suis préparé avec soin. Une robe sobre mais élégante, un léger maquillage, et mes cheveux attachés en un chignon lâche. Quelque chose en moi me disait que cette soirée serait spéciale, même si je ne pouvais pas encore imaginer à quel point. Lorsque j'ai quitté mon appartement pour me rendre à la fameuse adresse, un étrange mélange d'excitation et d'appréhension m'a envahi. La route jusqu'à la demeure était sinueuse, bordée d'arbres sombres qui semblaient se resserrer à mesure que je m'approchais. Mon GPS indiquait que j'étais arrivé, mais il n'y avait presque aucune lumière, juste la silhouette imposante d'une maison ancienne, ses fenêtres noires comme des yeux vides. Pourtant, j'entendais déjà la musique douce et des éclats de rire au loin. Mon cœur battait plus vite, tiraillé entre la curiosité et une peur sourde que je ne pouvais pas expliquer. En arrivant devant la maison, j'ai hésité un instant. La façade était dans un état de décrépitude avancée. Des murs fissurés, des volets qui pendaient à moitié, et un jardin envahi par les mauvaises herbes. Pourtant, ce qui me troublait le plus, c'était ce contraste étrange. De l'intérieur, on entendait une musique classique, douce mais vivante, mêlée aux éclats de rire et aux bruits de verre qui s'entrechoquaient. C'était comme si la fête battait son plein, malgré l'aspect abandonné de l'endroit. Je suis monté lentement les quelques marches de pierre menant à l'entrée. La porte était massive, en bois sombre, avec un heurtoir en fer forgé qui représentait une tête de lion. Je l'ai frappé doucement, mais personne n'a répondu. J'ai attendu quelques secondes, mon souffle court, mais rien ne bougeait. Alors que j'allais me retourner pour partir, la porte s'est ouverte brusquement, dans un silence total, comme poussé par une main invisible. L'intérieur, à ma grande surprise, était l'exact opposé de l'extérieur. Un hall immense s'étendait devant moi, éclairé par un lustre massif dont les bougies semblaient briller d'une lumière irréelle. Les murs étaient recouverts de tapisseries aux motifs floraux, et le sol, en marbre immaculé, résonnait sous mes pas hésitants. J'ai fait un pas en avant, puis un autre, fasciné malgré moi par la beauté du lieu. À mesure que j'avançais, les bruits de la fête devenaient plus clairs. Des éclats de rire cristallins, des conversations animées, et cette musique, toujours aussi envoûtante, jouée par ce qui semblait être un orchestre. Pourtant, il n'y avait personne dans le hall, aucun signe de mouvement. J'ai continué à avancer, mes talons claquant doucement sur le marbre, mon regard capté par chaque détail. Les tableaux anciens accrochés au mur, les vases ornés de fleurs fraîches, et les miroirs dorés qui semblaient refléter une lumière différente, presque irréelle. Enfin, j'ai atteint une grande arche qui menait à ce qui ressemblait à un salon. C'est là que je les ai vus pour la première fois, les invités. Ils étaient élégants, raffinés, vêtus de robes somptueuses et de costumes parfaitement taillés. Mais quelque chose, dans leur allure, me paraissait étrange. Ils se tenaient parfaitement droits, comme figés dans une posture qu'on aurait pu retrouver dans un tableau d'un autre siècle. Un frisson m'a parcouru, mais je me suis forcé à rester calme. Après tout, je devais sûrement me tromper. C'était peut-être une fête costumée, une sorte de reconstitution historique. Oui, ça devait être ça. Pourtant, une petite voix au fond de moi me chuchotait que quelque chose n'allait pas.
Je suis entré dans la pièce principale, un grand salon décoré avec un goût indéniable, mais qui semblait hors de son temps. Les invités étaient nombreux, mais il n'y avait aucune confusion, aucune agitation. Chaque personne semblait être parfaitement à sa place, avec des gestes mesurés et des sourires polis, comme si tout cela était une sorte de cérémonie orchestrée. Les conversations, bien qu'animées, étaient étrangement monotones. Ils parlaient de choses du passé, de lieux que je ne reconnaissais pas, et de personnages historiques que je n'avais jamais entendu mentionner. Les femmes étaient vêtues de robes longues en velours et soie, leur corset serré dessinant une silhouette impeccable. Leurs visages étaient maquillés d'une manière que je n'avais vue que dans des films d'époque, pas les figés, comme si elles étaient toutes des portraits vivants. Les hommes, eux, portaient des costumes sombres, ornés de boutons en métal et de gilets brodés, leurs cheveux soigneusement coiffés en arrière. Je me suis demandé si je n'étais pas entré dans une sorte de reconstitution historique, mais quelque chose ne collait pas. Les rires, bien que clairs et joyeux, résonnaient d'une façon qui m'était étrangère. Ils ne semblaient pas naturels, pas comme ceux des gens que l'on croise lors de soirées habituelles. Il y avait une légèreté, une froideur dans l'air, et les voix se chevauchaient sans jamais se couper, comme si elles étaient synchronisées. Je m'approchai d'un groupe de personnes qui discutaient près d'une cheminée. Une femme, qui semblait être la plus âgée du groupe, me jeta un regard appuyé. Elle sourit et me tendit la main, ses yeux noirs et perçants fixant les miens avec une intensité déconcertante. « Bienvenue, ma chère. Nous sommes ravis que vous ayez pu venir, » dit-elle avec une voix douce, mais trop posée, comme si elle récitait une phrase qu'elle avait prononcée 1000 fois. Je la saluai poliment, mais une gêne s'installa en moi. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ces paroles me semblaient si mécaniques, si répétitives. « Vous êtes magnifique ce soir, » ajouta-t-elle, en examinant ma tenue avec un sourire légèrement trop figé. « Vous avez une aura qui correspond parfaitement à notre époque. » Je me forçai à sourire, mais un frisson glacé me traversa l'échine. « Merci, » murmurai-je, tentant de dissimuler mon malaise. Je ne savais pas pourquoi, mais je me sentais de plus en plus déconnecté de cette scène. Je regardai autour de moi et vis que d'autres invités me scrutaient discrètement, leur regard fixé sur moi, comme s'ils m'étudiaient, m'évaluant. Leur conversation n'avait plus de sens pour moi. Tout cela me semblait étranger, comme si j'étais dans un rêve éveillé. Je tentai de discuter avec quelques autres invités, mais leurs réponses étaient toujours teintées d'une étrange froideur, comme si tout était trop prévisible, trop calculé. Les sujets de conversation tournaient en rond, des époques lointaines, des événements historiques que je n'arrivais pas à saisir. Je n'avais jamais rencontré des gens aussi distants. J'étais sur le point de m'éclipser discrètement, lorsque j'aperçus Arthur, mon hôte, de l'autre côté de la pièce. Il était en train de discuter avec un groupe d'hommes, mais il me lança un regard furtif, un sourire doux sur les lèvres. Il semblait étrange, comme s'il n'avait pas vraiment remarqué ma présence ou n'en avait pas l'air. Je me dirigeai vers lui, mais, à chaque pas, le sentiment de plus en plus pesant que quelque chose clochait envahissait mon esprit. Les murs semblaient se resserrer autour de moi, la musique devenait plus oppressante, et les rires, maintenant, prenaient une teinte sinistre. C'était comme si je n'étais plus simplement une invitée, mais une spectatrice dans un tableau que je ne comprenais pas. Lorsque je suis arrivé près d'Arthur, quelque chose m'a frappé de manière plus immédiate. Il ne semblait pas tout à fait lui-même. Bien sûr, il avait toujours ce sourire charmant. Mais ces yeux que j'avais trouvés si fascinants au début, étaient maintenant plus distants, comme si un voile invisible les recouvrait. Il m'a adressé un sourire, mais il semblait hésitant, comme s'il n'était pas tout à fait sûr de ma présence ici. « Camille, tu es magnifique ce soir, » a-t-il dit, mais ses paroles semblaient déconnectées, comme s'il les prononçait machinalement, sans réelle conviction. Je lui ai souri, bien que mon malaise grandissait à chaque seconde. « Merci, Arthur, » ai-je murmuré, essayant de cacher l'inquiétude qui commençait à ronger mon esprit. Il m'a invité à rejoindre un petit groupe d'invités, mais à chaque pas que je faisais, je sentais que la pièce devenait de plus en plus oppressante. La lumière des bougies semblait plus faible, l'air plus lourd. Et ces rires, ils n'étaient plus joyeux, mais presque comme une raillerie qui flottait autour de moi, me transperçant. C'était comme si tout le monde observait mes moindres mouvements, attendant que je fasse quelque chose. Mais quoi? Les autres invités semblaient toujours aussi déconnectés, leurs visages figés dans des expressions de politesse excessive, leurs gestes trop contrôlés. La femme âgée que j'avais rencontrée plus tôt me fixait à nouveau, son regard presque accusateur. Elle semblait m'examiner sous tous les angles, comme si elle attendait une réaction de ma part, ou pire, un signe. Je tentais de détendre l'atmosphère, de lancer une conversation banale, mais aucune des réponses des invités ne semblait naturelle. Ils parlaient comme si tout était déjà scripté, et chaque parole semblait dénuée de vie,
comme un écho sans âme. Puis, tout à coup, j'ai senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. J'ai eu l'impression que les murs de la pièce se resserraient autour de moi, que l'air devenait plus épais, presque tangible. Je n'arrivais plus à respirer correctement, comme si la pression de la pièce m'écrasait lentement. J'ai fait un pas en arrière, mais lorsque je me suis retourné pour fuir vers la porte par laquelle je serais entré, quelque chose d'horrible m'a frappé. La porte avait disparu. Il n'y avait plus de sortie. Ni la grande porte d'entrée, ni même une fenêtre, rien. La pièce était entourée de murs pleins, sans aucune issue visible. J'ai paniqué, une vague de terreur m'envahissant, mes mains devenant moites. J'ai commencé à regarder autour de moi frénétiquement, cherchant une manière d'échapper à cet endroit, mais les invités semblaient indifférents. Ils continuaient à converser entre eux, comme si rien de tout cela ne les perturbait. Et alors, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Arthur, mon hôte, celui avec qui j'avais parlé quelques heures plus tôt, se tenait désormais dans un coin de la pièce, les yeux fixés sur moi. Mais ce regard n'était plus chaleureux, plus accueillant. C'était un regard froid, distant, presque vide. Et là, un autre frisson glacé m'a traversé. Je n'étais plus une invitée, ni même une spectatrice. J'étais piégé. Je m'approchai de la porte où elle aurait dû être, tapotant contre les murs, mais c'était comme si la maison elle-même m'empêchait de partir. La musique qui m'avait paru douce au début était maintenant une mélodie dérangeante, hypnotique, me tournant la tête dans tous les sens. Les rires se sont intensifiés, maintenant clairement moqueurs, comme si tout le monde dans cette pièce savait quelque chose que moi, je ne savais pas. Je reculai d'un pas, une terreur insensée envahissant chaque fibre de mon corps. Je n'étais plus simplement dans une fête étrange. Je venais d'entrer dans un cauchemar dont je ne pouvais plus sortir. Je me suis reculé d'un autre pas, la panique se répandant comme un poison dans mes veines. J'étais acculé, et chaque tentative de m'échapper semblait futile. La maison, autrefois si imposante et accueillante, devenait un piège. La lumière des bougies vacillait autour de moi, projetant des ombres mouvantes qui dansaient sur les murs, et la musique, d'une manière étrange, s'intensifiait, me pénétrant profondément dans l'esprit. Je me suis tourné une nouvelle fois vers les invités, dans l'espoir de trouver un regard compatissant, un geste humain. Mais ils étaient tous là, parfaitement figés, leurs yeux rivés sur moi, comme si j'étais devenu l'objet principal de leur attention. Il n'y avait plus de conversation, seulement des regards lourds de signification, des sourires trop polis. J'avais l'impression qu'ils m'attendaient, comme si ma présence faisait partie d'un rituel qu'ils avaient prévu depuis longtemps. Mais de quel rituel parlait-on? Et pourquoi moi? Je me suis mis à courir, sans but, sans direction. Mes pieds frappaient le sol de marbre avec un bruit sourd, résonnant dans cette vaste pièce vide, mais personne ne bougeait pour m'arrêter. C'était comme si j'étais invisible aux yeux de ces êtres, ou plutôt, comme si je faisais déjà partie de ce tableau étrange et figé. Mon cœur battait à toute allure dans ma poitrine, mais chaque couloir, chaque pièce, semblait se fermer à mesure que je m'y engageais. Les murs s'étiraient, les portes se fermaient derrière moi avant même que je ne puisse les atteindre. J'étais coincé, piégé dans un labyrinthe sans issue. J'ai fini par m'effondrer sur un canapé en velours, les larmes brouillant ma vue. C'était la seule chose à faire, je n'avais plus de force pour courir, plus de souffle pour crier. Et pourtant, les invités n'arrêtaient pas de me fixer, me scrutant de leurs yeux vides, comme s'ils attendaient la prochaine étape du scénario. Arthur est apparu devant moi, silencieux, son regard impénétrable. Il s'est approché lentement, et sa voix, douce mais terriblement calme, a brisé le silence. « Tu vois, Camille, tu fais maintenant partie de l'histoire de cette maison. Comme nous tous. Il n'y a plus de retour possible. Ici, le temps ne s'écoule plus. Nous sommes tous éternels. » Je n'ai pas pu répondre. Les mots me manquaient, et ma gorge était trop nouée pour prononcer quoi que ce soit. Il s'éloigna alors, me laissant seul avec mes pensées, avec l'horreur de la réalité qui m'était imposée. J'étais à la fois présente et absente, un spectre parmi les spectres, condamné à errer dans cette maison, entouré de gens qui ne semblaient pas vivants, mais figés dans un temps révolu. J'avais été invité à cette fête, mais je n'étais plus une invitée. J'étais devenu l'un d'eux, condamné à participer à ce cycle sans fin. Et c'est là que je l'ai compris. Il n'y avait pas de sortie. Il n'y avait jamais eu de sortie. Je m'appelle Pierre. Je vis à Marseille depuis toujours, une ville où la mer et le soleil semblent apaiser toutes les âmes. Pourtant, depuis quelques mois, je me sens perdu. Une rupture douloureuse a laissé un vide immense en moi, et pour être honnête, j'avais besoin de me changer les idées. C'est ainsi que,
Par curiosité ou désespoir, j'ai téléchargé Tinder. Au début, c'était comme je l'avais imaginé, des conversations banales, des profils semblables, des sourires artificiels. Rien de vraiment marquant, jusqu'à ce que je tombe sur elle. Morgane. Ses photos étaient différentes. Des paysages sombres, des ruines, un cimetière sous la lumière blafarde de la lune. Elle avait un regard perçant, presque hypnotique, et un sourire qui semblait cacher un secret. Sa description était courte, intrigante. Seuls les audacieux me trouveront intéressante. Intrigué, je lui ai envoyé un message. Je ne sais pas exactement ce que j'espérais, mais sa réponse a été immédiate, presque comme si elle m'attendait. Alors, tu crois être différent des autres? C'était direct, presque provocateur. Une partie de moi voulait ignorer son arrogance, mais une autre, plus curieuse, voulait voir jusqu'où cela pouvait aller. Je lui ai répondu en plaisantant. Ça dépend, qu'est-ce que ça prend pour te convaincre? Elle m'a envoyé une série de messages courts, ponctués de silences calculés, comme si elle voulait me pousser à réfléchir à chaque mot. Elle m'a dit qu'elle aimait les gens courageux, ceux qui osaient sortir de leur zone de confort. Elle voulait savoir si j'étais prêt à faire preuve d'audace, à lui montrer que je n'étais pas un banal match. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai accepté. Peut-être que c'était son ton mystérieux, ou peut-être que je cherchais simplement à prouver quelque chose, à elle ou à moi-même. Morgane semblait fascinante, presque irréelle, et je voulais la connaître davantage. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette curiosité allait me coûter bien plus que ce que j'étais prêt à donner. Tout a commencé de manière presque anodine. Morgane m'a envoyé un message le lendemain de notre première conversation. Prêt à me montrer que tu n'es pas comme les autres? Je lui ai répondu que oui, un peu nerveux mais aussi excité par cette étrange dynamique. Elle m'a demandé une première preuve, aller à une maison abandonnée à la périphérie de Marseille, un endroit que je connaissais vaguement pour en avoir entendu parler. C'était une vieille bâtisse en ruine, connue pour être le repère des légendes urbaines locales. Morgane voulait que je prenne une photo devant la porte, pour lui prouver que j'y étais allé. Sur le moment, ça m'a semblé ridicule, presque enfantin, mais je l'ai fait. Une partie de moi voulait l'impressionner, et puis, c'était juste une vieille maison, non? Quand je lui ai envoyé la photo, elle m'a répondu rapidement. Pas mal, Pierre. Mais ce n'est qu'un début. Les jours suivants, elle a continué à m'envoyer des défis, chacun un peu plus étrange que le précédent. Un soir, elle m'a demandé de déposer une rose rouge sur une tombe bien précise dans un vieux cimetière près du centre-ville. L'idée m'a donné des frissons, mais je me suis dit que c'était inoffensif, une sorte de jeu macabre. Je suis allé au cimetière après la tombée de la nuit, la rose à la main, avec une sensation étrange dans le ventre. Le cimetière était désert, silencieux, et l'air semblait lourd, presque étouffant. La tombe qu'elle m'avait décrite portait un nom que je ne connaissais pas, mais il y avait quelque chose d'étrange. La pierre tombale était marquée de symboles gravés, comme des cercles et des lignes entrelacées. Je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là. J'ai déposé la rose, pris une photo, et je suis parti aussi vite que possible, mon cœur battant à tout rompre. Quand je lui ai envoyé la photo, elle a répondu avec un message qui m'a glacé le sang. Tu commences à comprendre, n'est-ce pas? Comprendre quoi? J'ai voulu lui demander, mais elle m'a simplement répondu qu'elle préparait quelque chose de spécial pour moi, une épreuve qui prouverait que j'étais vraiment différent. À ce moment-là, je ne pouvais pas savoir dans quoi je m'embarquais. Tout semblait encore être un jeu étrange, une manière bizarre de flirter. Mais au fond de moi, une petite voix commençait à murmurer que quelque chose n'allait pas. Les épreuves de Morgane sont rapidement devenues plus sombres et dérangeantes. Ce qui avait commencé comme un jeu intrigant prenait une tournure inquiétante. Quelques jours après le cimetière, elle m'a envoyé un nouveau message. Ce soir, je veux que tu ailles à l'entrepôt abandonné près des docks. Entre à l'intérieur, trouve le bureau du fond, et regarde ce qu'il y a sur la table. Je connaissais cet endroit. Un vieil entrepôt délabré, fermé depuis des décennies. On disait que des sans-abri y trouvaient refuge et que certains ne ressortaient jamais. L'idée d'y aller seul, de nuit, me terrorisait, mais quelque chose dans les mots de Morgane m'empêchait de dire non. C'était comme si elle savait exactement comment jouer avec mes peurs, comment me manipuler pour que je continue. Lorsque j'ai atteint l'entrepôt, l'obscurité était oppressante. Le bâtiment semblait respirer, ses murs suintant d'humidité et d'une odeur âcre. J'ai dû forcer une vieille porte rouillée pour entrer, et le grincement qui s'est répercuté dans le silence m'a figé sur place. À l'intérieur, chaque pas semblait résonner comme une alarme, et mon souffle se faisait court. J'ai traversé les couloirs, éclairés seulement par la lampe de poche de mon téléphone. Les ombres dansaient sur les murs, créant des formes qui semblaient m'observer. Finalement, j'ai trouvé le bureau dont elle parlait. Sur la table, il y avait une enveloppe noire,
scellé par un symbole semblable à ceux que j'avais vus sur la tombe au cimetière. En ouvrant l'enveloppe, j'ai trouvé une photo. Une photo de moi, pas une photo ancienne, mais une prise récente. J'étais là, sur le chemin du cimetière, tenant la rose rouge. Mon cœur s'est arrêté. Personne n'était là ce soir-là. Alors, qui avait pris cette photo? Terrifié, j'ai quitté l'entrepôt en courant. Je voulais des réponses. Je voulais comprendre ce qui se passait. Mais Morgane ne répondait pas. Toute la nuit, je n'ai cessé de vérifier mon téléphone, de relire nos échanges, espérant trouver un indice. Le lendemain, une nouvelle alerte m'a glacé le sang. Un article de presse annonçait qu'un sans-abri avait été retrouvé mort près des docks. Les enquêteurs parlaient d'une scène étrange, presque rituelle. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire le lien. Chaque épreuve coïncidait avec un événement sinistre en ville, disparitions, morts inexpliquées, phénomènes étranges. Ce n'était plus un simple jeu. Et plus je m'enfonçais, plus je sentais que Morgane avait un contrôle absolu sur moi, un contrôle auquel il était déjà trop tard pour échapper. Après l'épisode de l'entrepôt, mon instinct me criait d'arrêter. Mais c'était comme si une force invisible me poussait à continuer. Morgane m'avait envoyé un dernier message, bref et inquiétant. La prochaine épreuve sera ta dernière. Prépare-toi. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle prévoyait, mais l'angoisse me rongeait. J'ai décidé de chercher des réponses. J'ai passé des heures sur Internet à essayer de retrouver des traces de Morgane, des photos, un compte sur les réseaux sociaux, quelque chose qui prouverait qu'elle était réelle. Mais il n'y avait rien. Son profil Tinder semblait être un fantôme. En fouillant davantage, je suis tombé sur des articles étranges, des forums obscurs où des histoires similaires à la mienne étaient racontées. Une femme mystérieuse, des épreuves macabres, des symboles récurrents, et toujours la même conclusion. Les participants disparaissaient sans laisser de traces. Une mention m'a particulièrement marqué. Le nom Morgane revenait souvent, comme une légende urbaine, une entité qui se nourrirait de l'âme des imprudents. Cette nuit-là, Morgane m'a envoyé une localisation GPS, quelque part à la lisière de la ville, dans une zone industrielle désaffectée. Mon instinct me hurlait de ne pas y aller, mais j'avais l'impression que je n'avais plus le choix. Elle semblait contrôler mes pensées, mes peurs. Je suis monté dans ma voiture, le cœur battant à tout rompre. En arrivant sur place, je me suis retrouvé devant un hangar gigantesque, plongé dans l'obscurité. L'air était glacé, immobile, comme si même le vent avait peur de cet endroit. Morgane m'a envoyé un dernier message. Entre, et prouve-moi que tu es vraiment différent. À l'intérieur, l'atmosphère était suffocante. Les murs étaient couverts des mêmes symboles que j'avais vus sur la tombe et sur l'enveloppe de l'entrepôt. Au centre de la pièce, un cercle était tracé au sol, entouré de bougies éteintes. Sur une petite table, une autre enveloppe noire m'attendait. En l'ouvrant, j'ai trouvé une simple phrase écrite en lettres rouges. Bienvenue dans le jeu, Pierre. Tu es la pièce maîtresse. Avant que je puisse réagir, les bougies se sont allumées d'elles-mêmes, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Une sensation de froid intense m'a traversé, et j'ai entendu des rires étouffés autour de moi, bien que je sois seul. Soudain, la porte derrière moi s'est refermée avec fracas, me plongeant dans une terreur absolue. J'ai réalisé à cet instant que je n'étais plus qu'un pion dans un jeu qui me dépassait. Le claquement de la porte résonnait encore dans mes oreilles lorsque j'ai compris que je ne sortirais pas d'ici. La lumière vacillante des bougies projetait des ombres grotesques qui semblaient danser sur les murs, m'entourant comme des spectres. Mon souffle était court, mon cœur battait si fort que j'en avais mal à la poitrine. Puis, je l'ai entendu. Une voix, douce, mais chargée d'une cruauté glaciale. Tu es allé plus loin que les autres, Pierre. Mais c'est ici que tout se termine. C'était Morgane. Je ne la voyais pas, mais elle était là, quelque part. Sa voix semblait venir de partout à la fois, se mêlant aux rires étouffés qui continuaient à m'assaillir. Tu voulais être différent. Tu voulais me prouver ta valeur. Et tu l'as fait. Je me suis mis à crier, à l'appeler, exigeant des réponses. Mais mes mots se perdaient dans l'écho du hangar. Une force invisible semblait peser sur mes épaules, me clouant sur place. Soudain, les symboles sur les murs ont commencé à briller d'une lumière rougeâtre, pulsant au rythme de mon propre cœur. Le cercle tracé au sol s'est illuminé, et j'ai senti une chaleur oppressante m'envelopper. Les ombres sur les murs ont cessé de danser. Elles se sont tournées vers moi. C'est alors que j'ai compris. Morgane n'était pas humaine. Elle n'était jamais humaine. Elle était autre chose, quelque chose d'ancien, d'incompréhensible, une entité qui se nourrissait de la peur, de la souffrance. Et moi, je lui avais offert tout ce qu'elle voulait. J'ai essayé de fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Les rires se sont transformés en hurlements, un grondement assourdissant qui semblait provenir des profondeurs de la terre. Puis,
Tout s'est arrêté. Un silence absolu. La dernière chose que j'ai entendue, c'était la voix de Morgane, à mon oreille, murmurant presque avec tendresse. Merci, Pierre. Grâce à toi, le jeu peut continuer. Les bougies se sont éteintes, et l'obscurité m'a englouti. On ne m'a jamais retrouvé. Ma voiture est restée garée devant le hangar, mais l'intérieur était vide, comme si je n'y étais jamais entré. Quant à Morgane, son profil Tinder a disparu, comme elle. Mais parfois, je me demande, combien d'autres, comme moi, tomberont dans son piège? Combien d'autres seront assez fous pour jouer avec elle? Et surtout, Morgane est-elle vraiment un être unique, ou n'est-elle qu'une facette d'un mal bien plus grand? Je m'appelle Claire, j'ai 27 ans et je vis à Bordeaux depuis toujours. Comme beaucoup de jeunes de ma génération, je passe mes soirées à swiper sur Tinder, espérant tomber sur quelqu'un d'intéressant. Après ma dernière relation, j'avais besoin de changement, de rencontrer de nouvelles personnes, alors je me suis dit, pourquoi pas? C'était un jeudi soir, une de ces soirées tranquilles où l'on se perd entre les séries Netflix et les notifications sur le téléphone. Je balayais machinalement les profils, sans grande conviction, quand un détail me fit m'arrêter net. Je voyais mon propre visage, mes propres photos, ma description, mot pour mot. Tout était identique. Au début, je pensais que c'était une erreur, une sorte de bug étrange de l'application. Mais en regardant de plus près, c'était troublant. Ce n'était pas juste une ressemblance. C'était moi. Mes photos de vacances à Nice, celles où je pose avec ma robe rouge préférée devant un café de Bordeaux, même ma citation préférée dans la bio. Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. Je me sentais bizarrement exposé, comme si quelqu'un avait fouillé dans ma vie privée. Mais une curiosité étrange m'envahissait. Je savais que je ne devrais probablement pas, mais j'ai glissé vers la droite, juste pour voir. Presque immédiatement, une notification est apparue. C'est un match. Mon cœur s'emballa. Et puis, le message arriva. Enfin, je t'ai trouvé. C'était tout. Pas de présentation, pas de détails supplémentaires. Juste cette phrase, froide et intrigante, qui m'a fait frissonner malgré moi. Les jours qui ont suivi cette étrange découverte étaient différents. Tout semblait légèrement décalé, comme si une ombre planait constamment autour de moi. Au début, je me suis dit que je me faisais des idées. Ce n'était qu'un profil bizarre sur Tinder, après tout. Mais bientôt, des choses plus troublantes ont commencé à se produire. En marchant dans les rues de Bordeaux, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans les vitrines des boutiques. Chaque fois que je passais devant une, je voyais mon reflet, mais il ne bougeait pas toujours comme il aurait dû. Parfois, il restait figé, comme une photo. D'autres fois, il semblait me regarder directement, ses yeux croisant les miens avec une intensité glaciale. Et puis il y avait ces sourires, à peine perceptibles, mais terriblement dérangeants. Les messages du profil continuaient, inlassablement. Toujours courts, mais profondément inquiétants. Tu es presque prête, ou encore nous avons attendu ce moment. À chaque notification, un nœud se formait dans mon estomac. J'avais désinstallé et réinstallé Tinder plusieurs fois, mais le profil revenait toujours. Un soir, alors que je rentrais du travail, mon téléphone vibra. Cette fois, le message disait « Regarde derrière toi ». Mon cœur s'arrêta. Je m'arrêtai net sur le trottoir, incapable de bouger, ma respiration bloquée. J'ai lentement tourné la tête, mais il n'y avait rien. Seulement des passants, des voitures, et l'écho de mes propres pas. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de sentir que j'étais observé. La situation devenait insoutenable. J'essayais d'en parler à mes amis, mais ils me regardaient comme si j'exagérais, comme si tout cela n'était qu'une coïncidence ou le fruit de mon imagination. Mais je savais, quelque chose me suivait, m'observait et attendait. La tension était devenue insupportable. Chaque jour, je me sentais de plus en plus épié, traqué. Puis, un soir, alors que je rentrais chez moi, je l'ai vu pour la première fois. J'habitais au 3e étage d'un immeuble ancien dans un quartier calme de Bordeaux. Les rideaux de mes fenêtres donnaient sur une petite rue peu fréquentée. En déposant mes clés sur la table, j'ai jeté un regard machinal par la fenêtre, et là, mon cœur a cessé de battre. En bas, sous le réverbère, une silhouette se tenait immobile. C'était moi, ou plutôt, quelque chose qui me ressemblait parfaitement. Mes cheveux, ma tenue, celle que je portais sur une des photos de Tinder, tout était identique. Elle était là, plantée dans la rue, me fixant. Mais ce qui me glaça le sang, c'était son sourire. Il n'avait rien d'humain, trop large, trop mécanique. Je reculai d'un pas, incapable de détacher mon regard de cette vision cauchemardesque. Mes mains tremblaient tandis que j'attrapais mon téléphone pour appeler quelqu'un, n'importe qui. Mais lorsque je relevai les yeux,
Elle avait disparu. Les jours suivants, cette apparition devint une constante. Je la voyais partout. À la sortie du métro, assise à une terrasse de café, dans les reflets des vitrines. Toujours à une distance raisonnable, jamais assez proche pour que je puisse l'affronter directement. Un soir, à bout de nerfs, je décidai de la suivre. Si elle voulait jouer à ce jeu, alors j'étais prête. Mais c'était une erreur. Chaque fois que je croyais me rapprocher, elle disparaissait, ne laissant qu'un vide oppressant derrière elle. Et alors que je rentrais chez moi, épuisé, mon téléphone vibra. « Arrête de me chercher. C'est à moi de te trouver. » Je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. Mon corps et mon esprit étaient en alerte constante, pris dans une spirale d'angoisse et de confusion. Les journées se mêlaient, se superposaient, et j'avais l'impression de devenir étrangère à moi-même. Mes amis me disaient que je ressemblais à une ombre de moi-même, comme si je n'étais plus tout à fait là, comme si mon âme se détachait peu à peu de mon corps. Les rencontres devenaient de plus en plus bizarres. Parfois, je me retrouvais dans des endroits que je ne me souvenais pas avoir quittés, ou bien je prenais des chemins différents sans m'en rendre compte. J'avais l'impression de vivre dans une version déformée de ma propre vie, comme un rêve déréglé dont il était impossible de se réveiller. Puis, il y eut cette rencontre. Un soir, alors que je me rendais à une petite épicerie pour acheter de quoi dîner, je la vis à nouveau, là, dans la rue. Mais cette fois, elle était proche. Si proche que j'en eus presque la nausée. Elle m'attendait, debout sous un arbre, son visage presque parfait, mais trop froid, trop parfait. Je me suis avancé, les pieds lourds. Quand elle tourna enfin son visage vers moi, ses yeux brillèrent d'une lueur glacée. Son sourire s'élargit, et je l'entendis, bien qu'elle ne prononçât aucun mot, me dire clairement dans mon esprit. « Tu sais ce que je veux. C'est à toi de choisir. » Je fis un pas en arrière, mais avant que je puisse réagir, elle disparut dans un éclat de lumière éblouissante. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Mais je savais, au fond de moi, qu'elle était toujours là. Elle me surveillait, attendant le bon moment pour prendre ma place. Je me suis précipité chez moi, fermant toutes les fenêtres, verrouillant toutes les portes, mais le téléphone vibra à nouveau. Un message, froid et inéluctable, « Je suis prête. » Et toi? Je n'avais plus le choix. Il était trop tard pour revenir en arrière. Je me suis réveillé dans un endroit qui ressemblait à ma chambre, mais ce n'était pas tout à fait la même. L'atmosphère était oppressante, comme si l'air était plus lourd, plus épais. Les murs semblaient plus proches, et le silence était assourdissant. Mon cœur battait la chamade, une peur viscérale s'enroulant autour de mes entrailles. Je m'assis sur le bord du lit, mon esprit embrouillé. Tout paraissait normal, et pourtant, quelque chose n'allait pas. Mon téléphone était posé sur la table de nuit. J'avais l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important, quelque chose que je n'arrivais pas à saisir. Je tendis la main pour prendre le téléphone, et en le déverrouillant, je remarquai quelque chose de très étrange. Les notifications étaient là, comme toujours, mais il y avait un message qui me glaça le sang. « Tu m'as enfin laissé entrer. Regarde bien. » Je tournai la tête vers le miroir en face de moi, et je vis. Elle, la version parfaite, froide, de moi. Son sourire n'était plus déformé, mais tout de même terriblement inhumain. Elle était dans le miroir, mais elle ne me regardait pas. Non, elle regardait quelque chose d'autre. Moi, je reculais, les mains tremblantes, la gorge sèche. Quelque chose n'allait pas. Tout semblait décalé. La lumière qui entrait par la fenêtre était plus pâle, plus étrange. Mes gestes étaient lents, comme si l'univers lui-même hésitait. Mais, alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait, une voix me souffla à l'oreille, faible mais claire. « Tu es juste un reflet, Claire. Tu as échoué. » Le miroir se brisa d'un coup, laissant tomber des morceaux de verre sur le sol, mais avant que je ne puisse réagir, je vis elle se lever de mon lit et s'éloigner lentement vers la porte. Je voulais crier, je voulais courir, mais mes jambes étaient paralysées. Je n'étais plus qu'une spectatrice de ma propre vie. Dans la rue, au loin, je pouvais la voir. Elle vivait ma vie, parlait à mes amis, se promenait dans mes endroits familiers, riait avec ma famille. Et moi, ici, dans cette chambre étrange, je n'étais plus qu'une ombre. Le pire, c'est que personne ne m'avait remarqué. Personne ne m'entendait. Ils parlaient tous d'elle, d'un sourire étrange qu'elle portait, d'une Claire un peu trop parfaite. Moi, je n'étais plus qu'une illusion. Un reflet perdu dans un monde qui n'était plus le mien. Je m'appelle Théo, photographe à Paris, toujours à la recherche d'une nouvelle inspiration, d'un éclat de lumière unique ou d'une ombre fugace qui pourrait donner vie à mes clichés. Mais ces derniers temps, c'était plus la solitude que l'inspiration qui m'accompagnait. Alors,
Je me suis laissé tenter par Tinder, espérant peut-être y trouver une rencontre fortuite, ou au moins une distraction. C'est là que je l'ai vue pour la première fois, Élise. Elle avait ce regard captivant, une lueur presque mystique dans les yeux. Ses photos respiraient une beauté intemporelle, un charme naturel qui ne semblait pas appartenir à ce monde moderne. Nous avons rapidement commencé à échanger des messages, et ce qui m'a frappé, c'était sa curiosité pour mon métier. Elle semblait fascinée par la photographie, posant des questions sur mes techniques, mes sujets préférés, et surtout, elle voulait savoir si j'avais déjà capturé l'invisible, l'insaisissable. Au bout de quelques jours, elle m'a proposé de nous rencontrer. Pas dans un café bondé ou un lieu touristique classique, non, elle avait quelque chose de bien plus singulier en tête, un vieux parc en périphérie de Paris, un endroit qu'elle disait avoir découvert par hasard. Il y a quelque chose de magique dans cet endroit la nuit, avait-elle écrit, je suis sûr que tu pourrais y prendre des photos incroyables. Je dois avouer que j'étais à la fois intrigué et un peu méfiant. Mais sa passion débordante pour l'inconnu, sa manière de décrire ce parc comme un lieu presque envoûtant, ont éveillé ma curiosité. J'ai accepté, fixant le rendez-vous pour la nuit suivante. Une part de moi était excitée à l'idée de cette aventure nocturne, tandis qu'une autre ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère appréhension. Ce soir-là, je me suis préparé avec soin, rangeant mon appareil photo dans mon sac, vérifiant que tout était en ordre. Le trajet jusqu'au parc fut silencieux, rythmé seulement par le ronronnement de mon scooter et le vent frais de la nuit parisienne. Lorsque j'arrivai enfin, l'endroit était tel qu'Élise l'avait décrit, sombre, presque désert, avec une étrange sérénité flottant dans l'air. Et puis, je l'ai vue, Élise, debout sous un réverbère vacillant, c'est très éclairé par la lumière douce et tremblante. Elle me souriait, son visage empreint d'une tranquillité presque irréelle. À ce moment-là, toutes mes réserves disparurent. J'étais captivé, prêt à suivre Élise dans cet univers qu'elle semblait connaître si intimement. Nous avons commencé à marcher ensemble, Élise guidant mes pas à travers les sentiers sinueux du parc. La lune était haute, mais ses rayons peinaient à percer l'épais feuillage des arbres, créant une obscurité quasi totale. Seules quelques lanternes antiques disséminées çà et là diffusaient une lumière vacillante, ajoutant à l'atmosphère mystérieuse de l'endroit. Élise semblait parfaitement à l'aise, presque en harmonie avec la nuit, alors que je sentais une tension croissante en moi. Chaque craquement de branches sous nos pieds, chaque bruissement de feuilles me faisait sursauter. Pourtant, sa présence, son calme apparent, me réconfortait d'une certaine manière. Je devais me concentrer sur la raison de ma venue, la photographie. Après quelques minutes de marche silencieuse, nous sommes arrivés à une clairière. Élise s'est arrêtée, tournant son visage vers moi avec un sourire énigmatique. « C'est ici » a-t-elle murmuré, posant doucement sa main sur mon bras. Je regardais autour de moi. Le lieu avait quelque chose de mystique, avec ses grands chênes aux branches tordues qui semblaient former une voûte protectrice au-dessus de nous. C'est alors qu'elle sortit une vieille caméra de son sac, un modèle antique que je n'avais jamais vu de près. J'ai pensé que ce serait intéressant de l'utiliser, dit-elle, ses yeux brillant dans l'obscurité. Elle appartenait à mon grand-père. Peut-être qu'elle pourrait capturer des choses que les nouvelles caméras ne peuvent pas voir. J'hésitai un instant, fasciné par l'objet qu'elle tenait entre ses mains. La caméra dégageait une aura étrange, comme si elle portait le poids des années et des secrets oubliés. Malgré mon scepticisme, la curiosité l'emporta. Élise me tendit l'appareil, insistant doucement. « Essaie, s'il te plaît. Fais-moi confiance. » Je pris la caméra, ressentant un léger frisson en sentant sa texture froide et usée sous mes doigts. Je me positionnai pour la photographier, ajustant les paramètres de l'appareil autant que je pouvais avec les réglages limités de cet ancien modèle. Élise, quant à elle, se tenait parfaitement immobile, son regard fixant un point au loin, comme si elle voyait quelque chose que moi, je ne pouvais percevoir. Lorsque j'appuyai sur le déclencheur, un déclic sourd résonna dans l'air. À cet instant précis, une sensation étrange m'envahit, comme si quelque chose, ou quelqu'un, nous observait. J'avais la chair de poule, mais Élise souriait toujours, sereine, comme si tout cela était parfaitement normal. De retour chez moi, je n'arrêtais pas de repenser à cette nuit étrange au parc. Élise et sa vieille caméra m'avaient laissé une impression profonde, presque perturbante. Mais ce n'était qu'au moment où j'ai décidé de développer les photos que cette sensation s'est transformée en véritable inquiétude. J'installai mon petit laboratoire dans ma salle de bain, comme je le faisais toujours pour mes clichés argentiques. La pièce était plongée dans une semi-obscurité, éclairée seulement par la lumière rouge tamisée. Je pris les pellicules de la vieille caméra d'Élise et commençai le processus de développement, impatient de voir ce que cette antique machine avait capturé. Au fur et à mesure que les images apparaissaient sur le papier photo, une sueur froide coula le long de ma nuque. Sur chaque cliché, Élise était là, immobile, parfaite.
Mais ce n'était pas ce qui me glaçait le sang. Derrière elle, à l'arrière-plan de chaque photo, se trouvait une figure sombre, indistincte, mais terriblement menaçante. La silhouette semblait se rapprocher de moi à chaque prise de vue. Sur les premières photos, elle était à peine visible, un simple brouillard sombre à la limite du cadre. Mais sur les dernières, elle était presque à mes côtés, ses contours devenant de plus en plus distincts. Une forme humanoïde, mais tordue, difforme, comme une ombre déformée par une lumière sinistre. Je restais là, figé, les photos tremblantes entre mes mains. Je repassais mentalement chaque instant passé au parc, mais je ne pouvais pas me souvenir d'avoir vu cette figure sinistre en personne. Pourtant, elle était là, dans les images, indéniable et terrifiante. Je tentais de rationaliser, me disant que c'était peut-être un défaut de la vieille caméra, un artefact dû à son âge. Mais une part de moi, une part plus profonde et plus primitive, savait que ce n'était pas le cas. Ce que j'avais capturé était bien réel, d'une manière que je n'arrivais pas à comprendre. En proie à une panique grandissante, je décidai de contacter Élise. J'ouvris Tinder pour lui envoyer un message, mais son profil avait disparu. Pas simplement désactivé ou supprimé, mais totalement effacé, comme si elle n'avait jamais existé. Les jours suivants furent un cauchemar réveillé. Partout où j'allais, je sentais cette présence, cette silhouette sombre des photos, comme si elle m'avait suivi hors des images. Je dormais peu, constamment aux aguets, guettant le moindre signe de mouvement dans l'ombre. Les nuits devinrent insupportables, chaque bruit de la ville amplifié, chaque ombre se mouvant comme si elle cherchait à me happer. Puis, ça commença. Des apparitions furtives, toujours à la périphérie de ma vision. Dans les ruelles sombres, dans les reflets des vitrines, et même dans les coins sombres de mon propre appartement. La silhouette des photos prenait forme dans la réalité, toujours là, à me guetter, mais jamais assez proche pour que je puisse la confronter. Un soir, alors que je tentais désespérément de me concentrer sur mon travail, un bruit sourd résonna dans mon appartement, suivi d'un craquement de bois. Mon cœur s'emballa, et je me levai d'un bond, scrutant chaque recoin. Rien. Mais quand je retournai à mon bureau, mes photos étaient éparpillées sur le sol, comme si une force invisible les avait balayées. Chaque jour, la silhouette se rapprochait. J'évitais de sortir, mais même chez moi, je n'étais pas en sécurité. Les lumières clignotaient sans raison, les murs semblaient respirer, et cette sensation d'être constamment observé m'oppressait. Les silhouettes étaient partout maintenant, toujours juste à la limite de mon champ de vision, comme si elles jouaient à un jeu cruel avec ma santé mentale. Je savais que je perdais le contrôle. J'avais besoin de réponses, et la seule piste que j'avais était cette caméra. Mais Élise, elle, était introuvable. Ses coordonnées étaient introuvables, comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. Et pourtant, je sentais qu'elle était liée à tout cela, qu'elle détenait les clés de cette malédiction qui semblait me consumer peu à peu. La situation devint intenable. Chaque nuit, la présence se faisait plus oppressante, les silhouettes plus audacieuses. Elles étaient là, juste à la limite de ma perception, s'approchant toujours plus près, comme si elles attendaient le moment parfait pour me submerger. Je savais que je devais agir avant qu'il ne soit trop tard. Dans un élan de désespoir, je décidai de retourner au parc où tout avait commencé. Peut-être y trouverais-je des réponses, ou au moins un moyen de comprendre ce qui se passait. Je pris la vieille caméra, espérant que cet objet maudit pourrait dévoiler la vérité. Le parc était encore plus lugubre que dans mon souvenir. La nuit semblait plus dense, les ombres plus épaisses. Chaque pas résonnait sinistrement, comme si le lieu lui-même respirait l'angoisse. Je retrouvai la clairière, ce point où j'avais pris les photos d'Élise. Mon cœur battait à tout rompre, chaque fibre de mon être criant de fuir, mais je devais savoir. Je levai la caméra, pointant l'objectif vers l'endroit où la silhouette avait été capturée. Un frisson glacé parcourut mon dos lorsque je regardai à travers le viseur. Là, dans le cadre, elle était de retour, cette figure sombre, plus proche que jamais. Je pris une photo, le déclic résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant. Puis, tout bascula. La silhouette bougea, lentement d'abord, puis de plus en plus vite, se précipitant vers moi. La peur me paralysa, mes jambes refusant de bouger alors que l'ombre s'approchait inexorablement. Juste avant qu'elle ne m'atteigne, une voix douce murmura derrière moi. « Tu ne devais pas revenir. » Je me retournai, et Élise était là, son visage paisible mais empreint de tristesse. Elle tendit la main vers la caméra, la prenant doucement de mes mains tremblantes. « Tu as libéré quelque chose qui ne peut être contenu ?» murmura-t-elle. « Maintenant, tu dois l'accepter. » Avant que je puisse répondre, la silhouette m'enveloppa, une obscurité totale m'engouffrant. Tout devint noir, un néant glacé, et je sentis ma conscience s'évanouir,
emporté dans un abîme dont je ne pouvais plus m'échapper. Je m'appelle Marie, et depuis toujours, j'ai une passion dévorante pour les randonnées. Les grands espaces, les sentiers sinueux, l'air pur de la montagne, tout cela m'apaise et me fait me sentir vivante. C'est ainsi que, après avoir échangé pendant quelques semaines sur Tinder avec Pierre, un homme apparemment aussi amoureux de la nature que moi, nous avons décidé de nous rencontrer en personne. Pierre avait suggéré une randonnée dans les Alpes françaises, une petite aventure sur un sentier peu connu qu'il décrivait comme un joyau caché que seuls quelques initiés connaissaient. Son enthousiasme était contagieux, et bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés avant, j'étais ravi de l'idée de découvrir un nouvel endroit avec quelqu'un qui partageait mon amour pour l'exploration. Le jour J, j'étais un mélange d'excitation et de nervosité. Pierre était exactement comme il se décrivait, grand, musclé, avec un sourire chaleureux et des yeux d'un bleu profond. Nous nous sommes salués avec une poignée de main ferme et avons rapidement pris la direction du sentier. Tout semblait parfait, presque trop parfait. Le ciel était d'un bleu immaculé, la brise légère caressait mon visage, et chaque pas que nous faisions nous rapprochait de cette promesse d'aventure et de beauté. Au début, la conversation était fluide, naturelle. Nous parlions de nos randonnées préférées, de nos équipements, et des endroits que nous rêvions encore de visiter. Pierre avait une manière de parler qui vous mettait immédiatement à l'aise, et j'étais reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un avec qui partager cette passion. Alors que nous pénétrions plus profondément dans la forêt, la densité des arbres augmentait, et la lumière du soleil se faisait plus tamisée. Le sentier devenait de plus en plus étroit, serpentant entre les rochers et les racines noueuses. Mais je n'avais aucune inquiétude. Pierre semblait parfaitement à l'aise, comme s'il avait parcouru ce chemin des dizaines de fois. Chaque pas nous emmenait plus loin de la civilisation, et je sentais une excitation grandissante, un frisson d'anticipation face à l'inconnu. C'était exactement ce que je recherchais dans une randonnée, une évasion totale, une connexion avec la nature, loin de l'agitation du monde moderne. Après une bonne heure de marche, nous étions profondément immergés dans la forêt. Les arbres, massifs et anciens, formaient une canopée si dense que les rayons du soleil peinaient à traverser, plongeant le sentier dans une semi-obscurité. Je sortis mon téléphone de ma poche pour prendre quelques photos, mais à ma grande surprise, je remarquai que je n'avais plus de signal. Je haussai les épaules, me disant que c'était normal dans un endroit aussi reculé. Pierre, lui, continuait de marcher devant, d'un pas assuré, comme s'il connaissait chaque recoin de cette forêt. Au bout de quelques minutes, je tentai de relancer la conversation, mais Pierre devint subitement plus taciturne. Il regardait autour de lui avec une attention presque inquiétante, comme s'il cherchait quelque chose. Intrigué, je demandai. « Tout va bien? On dirait que tu cherches quelque chose. » Il se retourna lentement, son expression indéchiffrable. « Oui, tout va bien, » répondit-il, mais son ton manquait de la chaleur qu'il avait eue plus tôt. Il ajouta après un silence. « Tu sais, cette forêt a une drôle de réputation. Peu de gens osent s'aventurer ici. On dit que ceux qui le font ne reviennent jamais. » Je ris nerveusement, pensant qu'il plaisantait. « Tu essaies de me faire peur ?» Il esquissa un sourire étrange, presque imperceptible. « Non, pas du tout. Ce sont juste des histoires. Mais il est vrai que c'est un endroit très isolé. » À ce moment-là, un frisson me parcourut l'échine. Les arbres semblaient se refermer sur nous, et un silence étrange, presque oppressant, enveloppait la forêt. Chaque craquement de branches sous nos pieds résonnait de manière anormalement forte. Je me retournai pour voir le sentier que nous avions emprunté, mais quelque chose attira mon attention. Les empreintes que nous laissions derrière nous s'effaçaient, comme si la forêt les absorbait. Le sol, pourtant sec, semblait se lisser tout seul, effaçant toute trace de notre passage. Je me retournai vers Pierre, le cœur battant un peu plus vite. « C'est bizarre, tu ne trouves pas? Les traces disparaissent. » Il haussa les épaules, impassible. « Peut-être que le sol est plus meuble ici. Continuons. » Mais au fond de moi, une sensation d'inquiétude commençait à naître. Nous continuâmes à marcher en silence, l'atmosphère devenant de plus en plus pesante à chaque pas. Mon esprit s'emballait, cherchant des explications rationnelles à ce que je venais de voir. Pourtant, quelque chose dans l'attitude de Pierre me mettait mal à l'aise. Son air détaché, presque indifférent, contrastait avec l'étrangeté de la situation. Soudain, il s'arrêta net et se tourna vers moi, les yeux fixés dans les miens. Son regard avait changé. Ce n'était plus le regard chaleureux et bienveillant du début de notre randonnée. Ses yeux semblaient plus sombres, presque vides, comme s'il observait à travers moi plutôt que moi. Une vague de panique m'envahit, mais je fis de mon mieux pour rester calme. « Tu sais, Marie, cette forêt a quelque chose de spécial, » dit-il doucement, sa voix dénuée de toute émotion.
Il y a une raison pour laquelle peu de gens viennent ici, et encore moins reviennent. Je déglutis, mes mains devenant moites. Qu'est-ce que tu veux dire? Murmurai-je, l'estomac noué. Il sourit, mais ce n'était pas un sourire rassurant. Cette forêt, elle choisit qui peut en sortir. Certaines personnes, une fois qu'elles entrent ici, deviennent différentes. Mon cœur battait maintenant à tout rompre. Différentes comment? Pierre fit un pas en avant, réduisant la distance entre nous. Elles changent. Elles deviennent, comme la forêt elle-même, silencieuses, insaisissables, et parfois, elles ne sont plus vraiment humaines. Je reculai instinctivement, sentant que chaque fibre de mon être criait de m'éloigner de lui. Pierre, arrête. Ce n'est pas drôle. Il ne bougea pas, mais son sourire s'élargit, révélant quelque chose d'inconnu, de terrifiant. Je ne plaisante pas, Marie. Tu as remarqué? Non, les traces disparaissent. C'est parce que la forêt les efface. Elle ne veut pas qu'on trouve le chemin du retour. Et moi, je fais partie de cette forêt maintenant. À ces mots, le sol sembla se dérober sous mes pieds. Je me retournai brusquement, cherchant frénétiquement un moyen de fuir. Mais chaque direction que je regardais semblait se refermer sur moi, la forêt devenant un labyrinthe sans issue. Je sentis une vague de terreur m'envahir à l'instant où les mots de Pierre se gravèrent dans mon esprit. Le regard qu'il me lançait était vide. Ce n'était plus lui. Ce n'était plus l'homme charmant que j'avais rencontré sur Tinder. Ce n'était plus le guide rassurant qui m'avait invité à cette aventure. Il n'était plus humain. Je fis un pas en arrière, mes jambes tremblant sous moi. Mon instinct me hurlait de fuir, de courir aussi vite que possible pour échapper à cette présence malveillante. Mais mes pieds restaient cloués au sol, comme si la forêt elle-même avait décidé de m'empêcher de bouger. Pierre se rapprocha lentement, ses yeux brillant d'une lueur étrange. « Tu n'as pas compris, n'est-ce pas ?» Il murmura, sa voix glacée s'étouffant dans le vent. « Ce n'est pas moi qui ai choisi de venir ici. C'est la forêt qui m'a pris. Elle m'a transformé. » Je m'élançai soudainement, voulant fuir, mais mes jambes semblaient alourdies, comme si quelque chose me retenait. Je courus en direction du sentier, cherchant désespérément à retrouver mes traces, mais elles étaient déjà parties. Le sol semblait se refermer derrière moi, tout devenait flou et irréel. Pierre s'était mis à me suivre, mais il marchait d'une manière différente. Il n'avait plus la démarche humaine. Ses pas étaient légers, presque flottants, comme s'il n'effleurait même pas le sol. Ses bras pendaient de manière anormale le long de son corps, ses doigts démesurément allongés, comme des branches tordues. Sa peau avait pris une teinte livide, presque translucide, et un froid glacial émanait de lui. « Marie !» Sa voix résonna, plus profonde maintenant, comme un écho venant des ténèbres. « Pourquoi t'enfuir? Tu ne peux pas fuir. Tu fais déjà partie de cette forêt. Tu n'as même pas remarqué que tes traces aussi disparaissent. » Je me retournai, luttant contre la panique qui montait en moi. Il était trop proche, bien trop proche. Je pouvais sentir la froideur de sa présence derrière moi, son souffle glacial effleurant ma nuque. Je ne pouvais plus respirer, mon cœur battait à tout rompre. Une seule pensée traversa mon esprit, il n'était pas un homme. Il n'était plus rien de ce que j'avais cru voir. Les arbres autour de moi semblaient se tendre, se recroqueviller comme si la forêt elle-même voulait me dévorer. Chaque mouvement que je faisais semblait être observé, chaque pas était suivi par quelque chose d'invisible. Le seul bruit que j'entendais était celui de mes pas précipités et du souffle lourd de Pierre, mais il ne m'appelait plus. Il m'annonçait. Je n'avais plus de repères. La forêt, qui semblait autrefois être mon terrain de jeu, s'était transformée en un labyrinthe de cauchemars. Chaque arbre, chaque ombre, semblait me surveiller. Mes pensées étaient confuses, mon esprit tourmenté par la peur pure. Où était le sentier? Pourquoi n'y avait-il aucun signe de retour? Les paysages, autrefois reconnaissables, devenaient indistincts, flous, comme si la forêt déformait la réalité elle-même. Pierre, ou ce qu'il était devenu, ne cessait de me suivre, ses pas légers glissant sur le sol sans bruit. Je pouvais l'entendre murmurer, mais ses mots étaient indistincts, comme un chant lointain, un murmure qui venait de l'intérieur même de la terre. Je me retournais constamment, mais je ne pouvais plus distinguer ses traits. Il n'était plus qu'une silhouette floue, qui se fondait avec les ténèbres de la forêt. Les arbres semblaient s'ouvrir et se fermer autour de moi, comme des portes invisibles, rendant chaque chemin impraticable. Je me sentais englouti, étouffé, sans possibilité de m'échapper. Le froid, de plus en plus glacial, envahissait mes os. Une douleur aiguë montait en moi, comme si l'air lui-même devenait corrosif, chaque respiration me brûlait la gorge. Au loin, une lumière pâle apparut, scintillant à travers les arbres. J'y courus, un dernier espoir de fuite, d'une porte de sortie, d'une échappatoire. Mais plus je m'en rapprochais,
Plus la lumière semblait reculer, s'éloigner, comme un mirage. Mes jambes me trahissaient, mes forces m'abandonnaient. L'épuisement m'envahit, mais je forçais mes pieds à avancer, pris dans une course effrénée, aveugle, sans but. Je me rendis compte, trop tard, que je n'avais pas été seul, que je ne l'avais jamais été. Les traces que je croyais être les miennes étaient fausses. Elles étaient les siennes. Et Pierre n'était pas seul. Il n'avait jamais été seul. Derrière moi, un cri perça le silence de la forêt. Pas le cri d'un homme, mais celui de quelque chose d'indescriptible. Un cri qui me glaça le sang. Je tournai la tête une dernière fois. Ses yeux, maintenant entièrement noirs, me fixaient, et je compris enfin. Je n'étais plus en train de fuir Pierre. Je fuyais la forêt, et la forêt m'avait déjà choisi. Mon corps s'effondra sur le sol, et tout devint noir,